Le 11 novembre 1918, l'Allemagne signa un armistice en vue d'une paix qui, croyait-elle, se fonderait sur les 14 points du président américain Wilson. Formulés le 8 janvier 1918 devant le Congrès américain, ces 14 points promettaient une paix définitive, établie sur la base d'accords conclus ouvertement. Les Allemands étaient donc confiants. Loin d'être un châtiment vengeur, la paix serait au contraire une œuvre équitable, résultat de négociations loyales. Ici, certains répondront « Les Allemands espéraient un peu trop, car justice ne rime pas avec impunité. Au contraire, la justice réclame le châtiment du coupable. Or, l'Allemagne était coupable d'avoir précipité le monde dans la guerre. Elle devait donc s'attendre à être châtiée durement. » Cet argument oublie toutefois un fait capital, la responsabilité russe dans le déclenchement du conflit. En Allemagne, cette responsabilité écrasante de la Russie était connue. Pour bien comprendre ce point, un petit retour en arrière s'impose. Depuis le début, côté allié, la thèse était la suivante. Suite à l'assassinat de l'archiduc Ferdinand par des terroristes soupçonnés d'être liés à des organisations serbes, le 23 juillet 1914, l'Autriche avait lancé un ultimatum à la Serbie. L'Allemagne belliqueuse en avait profité pour jeter de l'huile sur le feu. Encouragée par Berlin, l'Autriche avait rejeté la réponse conciliante des Serbes et rompu ses relations diplomatiques avec le pays. Hypocritement, l'Allemagne avait demandé à l'Angleterre de rechercher une solution pacifique. Mais en coulisses, elle poussait l'Autriche à l'intransigeance afin de paralyser la diplomatie. Le 28 juillet, Berlin avait atteint son premier objectif. L'Autriche venait de déclarer la guerre à la Serbie. Le 29 juillet, la Russie avait ordonné une mobilisation partielle de ses armées. Il s'agissait d'une simple mesure de précaution. Mais l'Allemagne en avait profité. Pressée de provoquer une guerre européenne, le 30 juillet, elle avait envoyé un ultimatum à la Russie exigeant une démobilisation immédiate. Le tsar ayant tout naturellement répondu qu'il s'agissait d'une simple mesure de protection, le Kaiser avait saisi l'occasion. Prétextant que cette réponse était insatisfaisante, il avait déclaré la guerre à la Russie. Par ces manœuvres, l'Allemagne avait donc provoqué la conflagration générale. Aussi portait-elle l'entière responsabilité du déclenchement de la guerre. En 1919, au moment d'ouvrir la conférence de paix, elle fut résumée ainsi. Besoin n'est pas d'informations complémentaires ou d'enquêtes exceptionnelles pour connaître les origines du drame qui vient d'agiter le monde. La vérité, toute couverte de sang, s'est déjà évadée des archives impériales. La préméditation du guet-apens est aujourd'hui clairement démontrée. Dans l'espoir de conquérir d'abord l'hégémonie européenne et bientôt la maîtrise du globe, les empires du centre, rivés l'un à l'autre par une secrète complicité, ont inventé les prétextes les plus odieux pour tâcher de passer sur le corps de la Serbie et se frayer un chemin vers l'Orient. En même temps, ils ont renié les engagements les plus solennels pour pouvoir passer sur le corps de la Belgique et se frayer un chemin vers le cœur de la France. Voilà les deux inoubliables forfaits qui ont ouvert les voies à l'agression. Les efforts combinés de l'Angleterre, de la France et de la Russie se sont dressés contre cette folie d'orgueil. L'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie était donc relégué au rang de prétexte inventé. À lui seul, un tel cynisme trahissait le mensonge. Et en effet, le 31 juillet 1914 aux États-Unis, certains journaux avaient révélé que, contrairement aux informations données, la mobilisation russe, commencée 3 jours auparavant, était totale. Dans sa réponse à l'Allemagne, le tsar avait donc menti. Plus grave, au mensonge par action, il en avait ajouté un autre par omission. La mobilisation russe n'avait pas commencé le 28 juillet, mais 4 jours plus tôt et secrètement le 24. Car en vérité, le tsar voulait la guerre. Il la voulait au nom du rêve panslave, le rêve d'un immense royaume slave allant des portes de l'Allemagne à la mer Caspienne. Mais pour devenir réalité, ce projet nécessitait la destruction de l'Empire austro-hongrois. Voilà pourquoi en juillet 1914, le tsar Nicolas II avait secrètement manœuvré pour déclencher la guerre. La preuve définitive fut apportée en 1935. Cette année-là, un ouvrage stupéfiant parut. Intitulé « Les coupables », son auteur, Henri Pozzi, avait connu un Serbe qui, en juillet 1914 à Belgrade, déchiffrait les télégrammes secrets envoyés par les différentes ambassades serbes au ministère des Affaires étrangères. Écœuré par ce qu'il avait pu y apprendre,
il avait conservé secrètement des copies avant de les donner à Henri Pozzi. Parmi les télégrammes déchiffrés, le plus accusateur datait du 24 juillet 1914. La date est capitale, car c'était le lendemain du jour où l'Autriche avait formulé plusieurs exigences à la Serbie. Dans ce télégramme, l'ambassadeur serbe à Moscou informait son gouvernement que, comme convenu, la mobilisation générale des forces russes était déjà achevée dans plusieurs régions militaires, que les flottes de la Baltique et de la mer Noire étaient prêtes au combat et que des ordres dans le même sens avaient été donnés aux autres régions militaires. Le gouvernement russe demandait enfin aux Serbes de répondre de façon conciliante à l'ultimatum autrichien, mais en rejetant tous les points. En sous-main donc, la Russie manœuvrait son allié serbe pour rendre la guerre inévitable, et elle se préparait activement au combat. Ce télégramme, qui portait le numéro 196.8, réduisait à néant la thèse française, selon laquelle la Russie ne s'était livrée à aucun geste belliqueux avant le 29 juillet. Voilà pourquoi le 30 juillet 1914, informé de cette mobilisation totale, le Kaiser avait donné 24 heures au tsar pour mettre fin à tous ses préparatifs militaires. Celui-ci ayant menti en parlant d'une mobilisation partielle de 4 circonscriptions militaires seulement, le Kaiser avait compris le jeu russe. Le tsar voulait profiter de l'effet de surprise pour fondre sur l'Autriche-Hongrie au motif de protéger la petite Serbie. Afin de parer le danger terrible encouru par son allié, le 1er août 14, l'Allemagne avait déclaré la guerre à la Russie. C'était donc certes Berlin qui avait ouvert les hostilités, mais à lui seul, le mensonge du tsar établissait l'effroyable culpabilité russe. Ajoutons à cela qu'en décembre 1916, l'Allemagne avait offert la paix aux Alliés. Elle s'engageait notamment à évacuer la France et à restaurer la Belgique. D'où la confiance allemande affichée en ce début du mois de novembre 18 dans les promesses du président américain. L'Allemagne ne se présenterait pas en coupable, du moins pas en coupable unique. Avant d'être une paix de revanche, diront-ils, il s'agissait d'une paix conforme à la justice. Cet argument n'est pas nouveau. Peu avant la signature du traité de Versailles, ce sénateur lança « Paix de vengeance, non, mais paix de justice, oui ». Seulement, c'était faux, pour 2 raisons que je vais exposer maintenant. Le 6 octobre 1918, alors que l'Allemagne épuisée sollicitait un armistice, un journal social-démocrate allemand prévint « Que l'entente prenne garde. Nous lui conseillons de ne pas formuler des conditions exagérées. Peut-être cette guerre finira-t-elle selon le cœur de ceux qui haïssent le plus l'Allemagne, mais alors, au seuil de la paix qu'ils veulent obtenir, se dressera encore le spectre de la guerre future. » L'avertissement aux vainqueurs était clair. Si vous nous imposez une paix dictée par la haine, alors vous provoquerez une nouvelle guerre. Mais une loi de l'histoire, elle, était connue. Les paix injustes provoquent tôt ou tard de nouvelles guerres. Voilà pourquoi, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, le général chinois Hu Tse soulignait la nécessité d'établir une paix juste. Il concluait, en un mot, que les vaincus puissent se féliciter en quelque sorte de vous avoir pour vainqueur. Les vaincus de 1918 purent-ils se féliciter d'avoir la France pour vainqueur? Les 5 épisodes à suivre répondent. Dans son message du 27 septembre 1918, le président américain Wilson avait déclaré « La justice impartiale que nous voulons ne devra pas faire de différence entre ceux envers lesquels nous voulons être justes et ceux envers qui nous ne voulons pas être injustes. Elle devra être une justice ne connaissant pas de favoritisme, mais seulement les droits égaux des différents peuples. » Conforté par ces paroles, le 5 octobre 1918, le nouveau chancelier allemand adressa une demande d'armistice au président américain. L'Allemagne s'engageait à restaurer la Belgique, à accepter l'autonomie de l'Alsace-Lorraine et à respecter le droit des peuples à l'autodétermination. Elle se déclarait enfin prête à examiner un remboursement éventuel de dommages privés infligés en Belgique, État envahi brusquement pour des raisons stratégiques. En échange, elle comptait que les vainqueurs bâtiraient la paix future sur les 14 points du président américain. Face à cette entreprise, certains Allemands affichaient le plus grand pessimisme. Le lendemain, un quotidien souligna « Prendre un ennemi pour arbitre est une absurdité ». Un autre ajouta « Si cette démarche inspirée par une nervosité découragée réussit,
elle n'aboutira qu'à l'écrasement de l'Allemagne. Pourquoi ce pessimisme? Parce que ces gens clairvoyants le savaient. En 1918 comme en 1916, les Alliés railleraient les propositions de paix venues d'outre-Rhin. On accuserait l'Allemagne de fourberie, d'hypocrisie et de cynisme. Mais une autre raison plus grave venait s'y ajouter. Depuis 3 ans, la propagande alliée scandait « L'Allemagne ne pourra jamais réparer toutes les horreurs qu'elle a commises ». Depuis 3 ans, elle appelait l'Amérique à l'aide pour capturer le chien enragé de l'Europe. Il fallait donc s'attendre à être traité sans pitié. L'Allemagne serait détruite et seuls quelques boches seraient gardés pour être présentés dans les eaux comme mammifères sauvages ayant infesté l'Europe. La réplique sèche du président américain à l'Allemagne le 14 octobre 1918 confirma les appréhensions des pessimistes. En France, on parla même d'une réponse cinglante et on la représenta par ce dessin. Le 15 octobre, un journal libéral de Munich s'alarma. La seule impression nette qui se dégage est celle de totale insécurité. Nous espérons la paix du droit, mais que va faire Wilson? Malgré ce pessimisme, en Allemagne, les partisans de la paix l'emportèrent. Car leur confiance ne s'appuyait pas seulement sur les propos de la Maison-Blanche. Elle se fondait sur un mémorandum américain du 5 novembre. Le président Wilson y assurait que les Alliés s'accordaient pour fonder la paix sur les 14 points. Un traité honorable semblait donc possible. Mais rien n'était joué. Le 22 octobre déjà, un quotidien social-démocrate allemand avait lancé « Les jours prochains verront se montrer lequel des deux courants adverses est le plus fort chez nos ennemis. Sera-ce la volonté conciliatrice de constituer la société des nations? Sera-ce au contraire l'impérialisme capitaliste? Le choix décidera les destinées du monde. » Autrement dit, les vainqueurs allaient-ils offrir une paix de conciliation dans le cadre de la SDN ou, au contraire, une paix de vengeance? L'auteur ignorait qu'en France, la réponse était connue. Le 21 juillet 1918, cet hebdomadaire satirique avait annoncé que le projet de la Société des Nations capoterait lamentablement. Quelques mois plus tard, un autre quotidien avait confirmé « La petite SDN que Wilson venait de mettre au monde n'était pas viable ». Pour 2 raisons principales. Déjà parce qu'en décembre 1918, la presse française avait annoncé que même une fois la paix signée, l'Allemagne resterait l'ennemi. Or, cet ennemi qui, au dire de la propagande, avait commis tant de crimes, tant d'abominations, cet ennemi aux mains couvertes de sang, il faudrait lui refuser toute pitié. Pas de paix de conciliation donc dans l'esprit de la SDN. Au contraire, l'Allemagne devrait être réduite à l'impuissance à tout jamais. Le 30 octobre 1918, ainsi, ce militaire français adversaire d'une paix de compromis lança « Il faut que la conférence de la paix ne laisse pas passer l'occasion qui lui est offerte de réduire l'Allemagne à l'impuissance totale. » Et d'expliquer « Un enfant vicieux est l'objet d'un traitement spécial. L'Allemagne est une nation mentalement pervertie. Elle doit être corrigée, redressée et mise hors d'état de nuire à jamais dans l'avenir. » Comme première étape de ce traitement punitif, le vainqueur exigerait du vaincu qu'il paye l'addition, toute l'addition. Avant même la signature de l'armistice, la presse française l'annonçait. Cette exigence se fondait sur la thèse de la responsabilité unilatérale de l'Allemagne. En France, on lisait « Chacun dit avec infiniment de logique, si un capital doit être imposé, c'est celui des Allemands dont le gouvernement a déchaîné le sanglant conflit. Responsable de la guerre et de tout le mal commis pendant cette guerre, l'Allemagne devrait donc tout rapporter, tout réparer et rembourser. Autrement dit, elle devrait payer des réparations astronomiques. Elle devrait vider ses poches et le plus vite possible. Voilà pourquoi, à peine l'armistice signé, les vainqueurs commencèrent à discuter la portée des points énoncés par le président Wilson. En novembre 1918, il s'agissait de la liberté des mers et surtout des territoires envahis. L'Allemagne devrait non seulement les évacuer, comme le prévoyait Wilson, mais aussi compenser tous les dommages subis par les populations civiles des nations alliées et par leurs propriétés du fait des forces armées de l'Allemagne, soit sur terre, soit sur mer, soit en conséquence d'opérations aériennes. Cette exigence dépassait très largement les principes wilsoniens. Car en bon juriste, le président américain le savait, le droit international alors en vigueur ne se préoccupait pas des responsabilités dans le déclenchement d'une guerre. Pour une raison très simple, il n'existe sur Terre aucun juge qui puisse d'une manière infaillible prononcer sur la justice d'une guerre. Par conséquent,
il ne pouvait être question de faire payer l'un ou l'autre des belligérants au motif qu'il aurait été reconnu coupable du déclenchement du conflit. Mais il y avait plus. Si le droit international proscrivait la dévastation des territoires ennemis, il admettait que parfois les opérations militaires pouvaient justifier ou du moins excuser ces dévastations. Dans de tels cas, aucune compensation ne pouvait être réclamée une fois la paix rétablie. Les prétentions de la France se heurtaient donc à des obstacles insurmontables. Afin de les contourner, Paris prétendit que, partout, les Allemands avaient détruit sans raison militaire, juste pour satisfaire leur férocité. Les autorités françaises s'appuyèrent sur une propagande orchestrée depuis plus de 3 ans. On y montrait les Allemands qui, ayant détruit volontairement les villages, achevaient leur besogne en dévastant les églises. L'objectif était tout naturellement de présenter l'ennemi comme un barbare. À partir de 1917, cette propagande appela le peuple à ne jamais oublier. Elle fustigeait la férocité méthodique des barbares, leur fureur dans la dévastation. En août 1918, après la reconquête de Soissons par les Alliés, une photo d'un quartier en ruine circula. La légende portait « Avant de se retirer, les Allemands ont tout pillé, tout détruit. De quelque côté que se portent les regards, les ruines sont autant de témoins de la dévastation, du pillage, de la destruction organisée, de l'incendie criminellement allumé. La cathédrale n'est plus qu'un squelette. » Le public français était donc appelé à croire que le Boche tuait et détruisait systématiquement tout par férocité naturelle. Diabolique, il se serait acharné sur les édifices religieux. Or, il suffisait de lire les journaux allemands du front pour s'apercevoir que ces gens respectaient les bâtiments, à commencer par les églises. S'ils avaient dévasté volontairement, alors leurs journaux auraient revendiqué fièrement ces destructions. Il n'en était rien. Bien au contraire, les rédacteurs consacraient des articles entiers à raconter l'histoire de ces églises. Ce soldat en prière ne ressemblait d'ailleurs pas à un destructeur d'édifices religieux. Dans sa livraison du 15 décembre 1916, ce bimensuel de la marine allemande publia un poème de Noël intitulé « Dans une étable de Bethléem ». Comment croire que ces gens auraient ensuite saccagé volontairement des églises? Et que dire de ces militaires qui, en 1916, assistèrent au réveillon de Noël dans l'église de Bettencourt? Ils n'étaient pas là pour détruire. Lorsqu'il était question de destruction, les auteurs les attribuaient aux combats ou aux bombardements. Ici, la cathédrale d'Ypres, victime de tirs d'artillerie. Là, l'église de Slip, bombardée sur ordre du commandement français au motif que l'ennemi y aurait établi un poste d'observation. Ces destructions de grande ampleur n'ont rien de surprenant. En 1917, la propagande française souligna l'importance prise par l'artillerie dans les batailles. À l'époque, elle photographiait les pièces formidables utilisées par les Alliés pour les offensives. Elle vantait la supériorité de l'artillerie américaine avec ses pièces très lourdes. Elle présentait un type de canon qui avait contribué à la destruction des redoutables défenses allemandes. C'était l'époque où l'explosion d'un obus pouvait projeter une charrette à une centaine de mètres du point d'impact. Sans doute, mais alors, à qui pouvait-on faire croire que toutes ces destructions auraient été volontaires, effectuées par les Boches? De façon évidente, l'immense majorité résultait de l'emploi purement stratégique, dans les deux camps, des armements modernes. Le 8 septembre 1918 d'ailleurs, la presse présenta ce cliché pris à 2000 mètres d'altitude par un pilote français. Il montrait des bombes empannées, lancées par nos escadrilles d'avions et tombant sur un village de laine encore occupé par les Allemands. L'aviation française bombardait donc des villages français. Il en allait de même avec les gares et les chemins de fer. La propagande française accusait les Allemands de les avoir endommagés jusqu'au moment de l'armistice. Elle les déclarait coupables d'avoir détruit les ponts afin de gêner le ravitaillement et ainsi d'affamer les populations françaises. Or, que lisait-on quelques mois auparavant alors que la presse poursuivait un autre but, vanter la force des Alliés? Les avions de bombardement anglais se montrent plus actifs que jamais. Depuis que s'est déclenchée la grande bataille de la Libération, ils n'ont cessé de survoler les lignes et les formations de l'ennemi, jetant sans compter des tonnes et des tonnes de projectiles sur ses voies ferrées, sur ses gares et ses points de concentration, sur ses convois de ravitaillement et ses dépôts de munitions. Pendant des semaines donc, l'aviation anglaise avait pilonné les gares et les voies destinées au ravitaillement. Dès lors, accuser les Allemands de les avoir détruites relevait du cynisme. Mais le pouvoir de destruction de l'aviation était encore faible comparé à celui de l'artillerie.
Début septembre 1918, la presse publia cette image en expliquant « C'est le feu intensif des batteries américaines qui a réduit le village de Vaux à l'état où le montre la photographie ci-dessus. Il n'est pas une maison qui n'ait été touchée. Presque toutes ne sont plus que des monceaux de pierres. » C'était l'époque où, à Saint-Mihiel par exemple, les artilleurs américains se livraient à une telle débauche de projectiles de gros calibre que les Allemands eux-mêmes avouaient qu'ils n'avaient jamais subi un pareil bombardement. En matière de destruction, les Britanniques n'étaient pas en reste. À gauche, un village avant bombardement. À droite, le même village après 2 jours de bombardement par de grosses pièces anglaises. Il ne restait plus rien qu'un paysage lunaire. Les villes n'étaient pas non plus épargnées. Ce cliché paru le 1er septembre 1918 montrait Montdidier quelques heures après l'entrée des troupes victorieuses. La ville, disait-on, n'était plus qu'une masse de démolition. Et en effet, les multiples cratères visibles dans les champs alentours démontraient que l'assaillante avait bombardé très violemment l'agglomération. Telle était l'origine évidente des destructions. Or, 1 semaine plus tôt, cette photo avait été publiée. La légende portait: de la coquette et vieille cité qui était autrefois Montdidier, les Allemands ont fait, avant de se retirer, un chantier de démolitions immenses et mornes. Pas une rue, pas une maison qui ne subsiste intacte. L'hôtel de ville est le seul monument qui n'ait pas été rasé. Des bâtiments du collège, il ne reste que la carcasse. L'ancien palais de justice est aux 3/4 effondré. La gare est anéantie. L'église Saint-Sépulcre n'est plus qu'un monceau de pierres calcinées. Et voici ce qui reste de l'église Saint-Pierre. On imputait donc à la férocité allemande les dévastations provoquées par les bombes alliées.